Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans les coulisses du Web3, j'ai le privilège de recevoir Nicolas Bacca, l'un des cofondateurs de Ledger. Salut Nicolas. Bonjour, salut, puis merci de me recevoir, et puis bonjour à tous aussi du coup. Yes, avec grand plaisir. Tu as quitté Ledger assez récemment, hein, fin septembre. Je Ouais, crois ouais, que ouais, tu tout à étais... fait, 1er octobre exactement. Ouais, tu étais le dernier cofondateur à avoir quitté Ledger. Alors ouais, c'est ça, je suis le dernier cofondateur qui avait un rôle opérationnel chez Ledger. Ouais. Ça marche. Dans cet épisode, on va revenir dans les coulisses de la création de Ledger, la super croissance qu'a connue Ledger et comment ton rôle a évolué au fil du temps. Et après, peut-être tu pourras nous en dire un peu plus sur ton nouveau projet. Première question pour commencer, ça fait quoi d'avoir quitté Ledger après quasiment 9 ans? Bah écoute, moi ça me donne beaucoup plus de temps pour réfléchir un petit peu à d'autres choses. Enfin déjà j'en ai profité pour prendre un peu 3 semaines off, ça devait être une des premières fois que je prenais des vacances depuis un bon moment quand même. Je crois que la dernière fois que j'avais pris quelques jours de vacances, c'était en 2017, donc voilà, ça fait une petite différence. Puis après, ça me laisse du temps pour réfléchir un peu à des choses qui sont hors du contexte de Ledger. Donc c'est, ouais, je sais pas, j'ai pas l'impression de le prendre mal en tout cas, tu vois. Ça me laisse, Et voilà, ça me laisse essentiellement pas mal de temps pour réfléchir. et j'imagine que ouais, Ledger, ça a pris, quand tu étais opérationnel chez Ledger, ça a pris une grande place dans ta vie. Ah ouais, 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 de toute façon, en plus, j'ai tendance à être assez à fond dans ce que je fais. Donc, même quand j'étais. Pour ça qu'en fait, je suis passé de salarié à entrepreneur assez vite. Parce que quand j'étais salarié, j'étais aussi à fond. Mais forcément, c'était moins intéressant. Du coup, voilà. Du coup, c'était une évolution assez naturelle pour moi. Mais ouais, de base, je suis très à fond. Donc, Ok. Et je te propose qu'on revienne sur la jeunesse de Ledger. Mhm. Avant que Ledger n'existe, tu avais créé BTC Chip. Ouais. Tu peux rappeler ce que c'était la technologie? Ouais, 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 bien avant. Enfin, je peux même je peux en revenir un petit peu Ouais. avant ça, si tu veux. Bon, moi, je viens du monde de la carte à puce à l'origine, mais j'étais toujours très intéressé par l'info depuis que je suis tout petit. Enfin, j'ai essayé de décortiquer des choses, comprendre comment elles marchent, les améliorer. Donc, tout ça, ça m'a emmené très vite vers l'embarqué. Et quand tu regardes un petit peu l'embarqué, que tu as envie de creuser dans le pire que tu puisses avoir en embarqué en termes de restrictions de ressources et de ce que tu peux faire, tu arrives à la carte à puce, quoi. Donc je suis rentré dans la carte à puce dans les années 2000. J'étais chez Oberture, donc de 2000 à 2004. Là, j'ai fait pas mal de choses là-dessus. J'ai commencé à réfléchir un petit peu sur les parties très basses, sur les parties plus hautes ensuite, donc sur les OS, sur les applications que tu peux mettre sur une carte, sur tout ce qui peut permettre de gérer le cycle de vie d'une carte. Et puis, c'est là où j'ai monté ma première société, donc après, en quittant Oberture, en me disant qu'avec l'arrivée des smartphones, il allait falloir changer un petit peu la façon dont on considérait les cartes SIM. Enfin, dire qu'une carte SIM, ça sert pas juste à s'authentifier à un réseau, ça peut aussi marcher en commun avec les applications qui sont sur le téléphone et les aider, quoi. Et puis, c'est tout ce concept en fait d'ouvrir la carte à puce, de permettre d'exécuter des choses dessus, de mettre un peu d'open source là où il en avait quand même absolument pas, qui m'ont animé depuis que j'ai quitté Overture et depuis que j'ai monté cette boîte. Donc effectivement, au début, c'était pas mal de consulting, pas mal de choses comme ça. Et puis petit à petit, ça s'est cristallisé en rencontrant deux de mes premiers cofondateurs, donc Olivier Thomas et Cédric Ménil. Je les ai rencontrés en 2010, donc on a commencé à se dire, tiens, là, on va pouvoir faire un OS effectivement qui ressemble à quelque chose. J'avais des bouts de tout ça, mais je n'avais jamais encore réussi à tout assembler. Je dirais que BT Chip, ça a été un petit peu le point culminant de tout ça, puisqu'on a réussi enfin à avoir un OS qu'on arrivait à exécuter, on arrivait à faire des choses avec. Et puis, qu'est-ce que tu peux faire d'une carte à puce? C'était un peu ma question qui m'animait juste depuis ce moment-là, parce que bon, avoir une super techno, c'est bien, mais au final, avoir un market fit, c'est pas mal. Et le market fit, il est arrivé avec les cryptos en 2012, justement, quand j'ai créé BT Chip, en me disant, ouais, là, j'ai lu le white paper de Bitcoin. Bon, comme pour beaucoup de monde, ça a été une réalisation assez rapide que, ouais, ce truc, c'était absolument démentiel et qu'il allait se passer quelque chose. Mais que pour qu'il se fasse quelque chose, il fallait justement que la self-custody fonctionne. Pour que la self-custody fonctionne, il fallait que les gens comprennent que le grand public comprenne comment détenir des clés. Et étant donné que c'est un problème qui n'avait jamais été résolu, je me suis dit, tiens, c'est cool, j'ai l'outil parfait en fait pour détenir des clés. Donc comment est-ce qu'on peut maintenant mettre ça en musique? Et donc, bon, BT Chip, c'était la version très, j'ai envie de dire geek, mais là, c'était plutôt nerd, hein, parce que bon, nous, on était des fans de la ligne de commande. Quand tu me vois faire une interface web, tu te dis qu'il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui la fasse, en fait.
Voilà, donc BT Chip, c'était un peu la version de tiens, bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec le produit brut? Voilà, on a un OS, on est capable de signer les choses sur une carte à puce. Au final, on avait passé beaucoup de temps à optimiser le produit, parce que quand je dis 2012, tu vois, entre 2012 et 2015, la création de Ledger, il s'est quand même passé un peu de temps. Donc effectivement, là, j'ai rencontré tous les cofondateurs. Enfin, ça, je pourrais en parler dans la prochaine question, parce que ça, c'est vrai Ouais, que bien du sûr. coup, je m'étale un petit peu. Mais le but de BT Chief, c'était vraiment de dire, bon, bah tiens, voilà, on a notre OS, on a trouvé une application, voilà à quoi ça peut ressembler, et puis bon, à vous d'inventer, j'ai envie de dire, toute la vie qui va avec autour, quoi. Nous, on fournissait la carte, on fournissait le moyen de signer, mais on n'avait rien de plus que ça, quoi. Ok. Bon. Pour recontextualiser d'ailleurs, en 2012, finalement, quand tu voulais détenir du Bitcoin, alors tu avais déjà des plateformes d'échange dont certaines n'existent plus. Ouais, la majorité n'existe plus, en fait, hein, parce que Ouais. quand tu étais là, c'était, bon, bah, tu commençais à essayer sur MTGOX. Moi, je me souviens que les premiers Bitcoins que j'avais vraiment achetés, je les ai achetés sur Bitcoin 24. Alors après, je pourrais raconter des histoires amusantes sur Bitcoin 24, mais bon, Bah vas-y, hein. Carrément, on ouais, est là pour ça. c'était une plateforme, bah écoute, c'était une plateforme qui était assez marrante. C'est que bon, bah, il y avait des frais nulle part, et puis tu comprenais pas trop comment ça fonctionnait le site, en fait. Parce que bon, bah, tu vois un site, tu dis, ok, tout est à zéro frais, bon, mais comment ça marche, en fait? Et bah, c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'en crypto, il fallait bien lire, en fait, tout ce qui est marqué sur le site, parce que quand tu lisais bien, tu comprenais qu'ils avaient une petite méthode pour se faire des frais, quand même, qui était que tu pouvais faire un retrait rapide. Alors, c'est quoi un retrait rapide? Parce que c'est vrai que ça paraissait pas évident comme ça. Les retraits étaient déjà très rapides. Du coup, je me suis dit, mais c'est quoi un retrait rapide? Bah, un retrait rapide, c'est tu payais 50 euros, t'envoyais 50 euros au destinataire du site, et le gentil, au propriétaire du site, et le gentil propriétaire du site, donc t'envoyais un colis avec du cash dans le colis pour faire ton retrait. Donc là, j'ai vu ça, j'ai dit, ah ok, donc lui, en fait, le jour où quelqu'un va se rendre compte de ça, bah, c'est pas compliqué, il va juste aller en tôle et sans passer, voilà, sans passer par la case, je réfléchis. Donc j'ai très vite pris l'habitude, en fait, de faire des virements et dès que le virement arrive, de faire des retraits sur la plateforme. Sachant qu'en plus, des fois, on pouvait gagner. Alors, le site était très très buggé, donc de temps en temps, quand on faisait un retrait, on pouvait aussi soit gagner à peu près 2 fois ce qu'on voulait retirer. Bon, des fois, ça marchait aussi quand on voulait acheter, hein. Des fois, on pouvait aussi acheter 2 fois ou la moitié de ce qu'on voulait acheter, ça dépend. Parce que voilà, le site était assez intéressant. Un jour, bon, bah, l'administrateur a expliqué qu'il avait un petit problème avec sa banque et donc qu'il avait dû changer de banque, bon, voilà, la surprise générale. Puis je crois que quelques semaines après, il a expliqué que finalement, ouais, il avait plus qu'un petit problème. Il avait eu des gens qui étaient venus le voir et qu'il était en prison. Donc, ouais, ça avait Ok. terminé comme ça. Moralité, non, envoyer du cash par la poste, c'est pas une bonne idée, hein, Non. de manière générale. Voilà. Il a terminé, bon, je crois qu'il a terminé en prison pour blanchiment. Ok. Ouais, donc les heures sombres des premiers exchanges. Ouais, Et d'ailleurs, voilà. à ce moment-là, donc, soit tu pouvais stocker, enfin, avoir tes bitcoins sur une plateforme, soit c'était sur un morceau de papier où tu retenais. Ouais, il y avait il y avait les paper wallets, il y avait des choses qui commençaient justement à arriver. Enfin, il y avait en fait il y avait des solutions pour stocker ces bitcoins qui étaient beaucoup plus simples en fait que même ce qu'on peut avoir aujourd'hui, puisqu'il y avait des sites web qui ressemblaient beaucoup à ce qu'a été MyEtherWallet après par la suite par Ethereum. Enfin, on avait InstaWallet à l'époque qui était d'ailleurs développé par Paymium, qui était un des premiers exchanges, hein, donc il y avait ça à côté. Et c'est vrai que quand on voulait détenir des bitcoins, bon, bah, on pouvait, en fait, on utilisait soit le papier, bon, soit Bitcoin Core directement, donc le client qui servait aussi de wallet, c'était un wallet qui était quand même super rudimentaire. Enfin, il est toujours super rudimentaire, hein, il n'a pas vraiment changé. Euh, il me semble qu'il y avait aussi, il me semble que, comment il s'appelait, Armory datait aussi un peu de cette époque, donc il y avait comme ça des vieux wallets qui étaient très bien, mais qui ont disparu depuis. Mais donc, ouais, d'une façon quand même qui est assez fun, il y avait des outils de stockage de Bitcoin en ligne, donc qui étaient un peu self-custodial, mais quand même assez bizarres, qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, il y avait déjà pas mal de choix, j'ai envie de dire, à l'époque. Et toi, du coup, quand tu as créé ta techno avec BT Chip, tout de suite, est-ce que vous avez eu l'idée d'embarquer cette techno dans un hardware wallet et donc de créer Ledger? Comment ça s'est passé Ouais, bah, en fait, nous, on venait vraiment comme on venait vraiment du monde de la carte à puce, en fait, nous, on voulait faire du hardware. On voulait faire du hardware séparé. On disait que voilà, bah, la carte à puce, en fait, notre premier défi, ça avait été de dire comment est-ce qu'on rend la carte à puce utilisable par tous. Donc ça, bah, première étape pour faire ça, on se débarrasse du lecteur. Parce qu'aujourd'hui, une carte à puce, en général, quand tu l'utilises, tu t'en sers avec un lecteur de carte. C'est pas pratique, etc. Il faut acheter un élément en plus. Et ça, en fait, cette réalisation, elle est venue du fait que c'est assez marrant parce que quand tu es en France, tu payes tout avec une carte, hein. Enfin, nous, on est vraiment natif carte depuis les années 80. Mais au final, quand tu payes sur Internet, tu te retrouves toujours à être en train de taper tes numéros de carte et tout. Et c'est super bizarre de se dire que quand tu es dans une boutique, tu payes avec une carte, mais quand tu es chez toi, tu peux pas payer avec une carte, en fait.
Donc notre premier défi, ça a été de se dire comment est-ce qu'on enlève cette barrière, et si on voulait créer notre carte à puce, en fait, à quoi elle ressemblerait. Donc, j'ai envie de dire, ce qu'on a voulu faire avec BT Chip, c'est la carte à puce connectée à Internet. Bon, il se trouve que ensuite, évidemment, vu qu'on n'a pas la main sur le système bancaire, on ne peut pas faire de modifications, alors que la crypto, on fait ce qu'on veut, c'était une autoroute, et c'est pour ça aussi qu'on est arrivé directement à la crypto. Donc ça a été vraiment, en fait, on avait le produit, on savait pas quoi en faire, et la crypto, ça a été tout de suite une réalisation pour moi que c'était là où on allait faire quelque chose, quoi. Ok. Et alors, pour rappel, tu t'es associé, BT Chip, c'est associé à deux autres sociétés, donc il y a eu la maison du C'est Bitcoin. ça. Donc voilà, donc là-dessus, je peux repartir un peu sur l'histoire. Donc une fois, j'étais donc avec mes deux premiers associés, Olivier et Cédric à l'époque. Et puis on avait fait notre première démo en fait dans une des premières conférences grand public Bitcoin qui s'appelait Future of Payment à San José en 2013. Là, on a vu que ça prenait vraiment super bien. Enfin, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés pour le stockage. Il y avait déjà Trésor qui faisait des présentations. D'ailleurs, à l'époque, ils sont arrivés aussi super tôt. Puis c'était des conférences Bitcoin comme on peut plus vraiment les voir maintenant, quoi, parce que c'était c'était très décentralisé. Il y avait un peu de tout. Il y avait des stands pour vraiment tous les premiers trucs. Enfin, j'ai envie de dire, ça se prenait pas au sérieux, ça se prenait au sérieux, mais c'était un milieu qui était quand même super ouvert. Tu pouvais croiser de tout. Tu pouvais croiser des économistes. Tu pouvais croiser derrière des gars qui te faisaient un pitch pour te vendre le Free State Project au détour d'un couloir. Enfin, c'était rigolo, quoi. C'était pas du tout un monde corporate qu'on peut voir maintenant dans les conférences un petit peu, et voir ce qu'elles sont devenues, une fois que c'est devenu plus mature. Donc après ça, on a continué à en parler. Enfin, comme j'ai vu que les gens étaient intéressés, on a continué l'optimisation, parce qu'au départ, on n'avait vraiment pas un produit qui était vendable. On réussissait à faire une signature en 30 secondes. Bon, c'était quand même un peu lent. Puis là, je passe en plus sur les détails d'utilisation. On était obligé de prendre un PC à part. Enfin, on n'avait pas de wallet, du coup, c'était super rudimentaire. Donc, j'ai continué à creuser. Quand tu creuses, tu parles, en fait, tu fais des présentations de tes trucs sur les forums. Donc, moi, j'étais sur Bitcoin Talk à l'époque. Tout le monde était sur Bitcoin Talk. J'ai commencé à présenter les choses, et puis de fil en aiguille, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit, tiens, moi, en fait, j'ai lancé une solution pour vendre des bitcoins, et puis cette solution, on utilise des clés USB, donc des clés, c'est-à-dire des clés mass storage, classiques, on envoie ça, et puis ensuite, on envoie le truc par la poste. Donc, voilà, j'ai commencé à lever le problème qu'il pouvait y avoir à envoyer des trucs par la poste, que, même s'il y avait une authentification des utilisateurs, c'était quand même pas terrible d'envoyer ce genre de choses par courrier postal, sachant quelqu'un de mal intentionné pouvait récupérer en tout cas des parties de secrets, mais c'était pas tous les secrets. Et du coup, on s'est dit que c'était sympa peut-être qu'on s'associe, et vu que la techno carte à puce commençait à marcher, qu'on voit comment on puisse rétrofit ça sur des clés USB, ce qui était au final assez simple, puisque vu que notre carte à puce, c'est une carte à puce qui avait des contacts USB, il suffisait littéralement d'enlever la partie storage et de mettre la carte à puce à la place. Donc ça va. Ça se faisait littéralement avec un cutter et de la colle. C'est comme ça qu'on a fait au départ. Ok. Et puis, voilà. Et donc, quand j'ai discuté avec ces gens-là, je me suis rendu compte qu'ils étaient à Vierzon. Au départ, voilà, on commençait à parler en anglais et tout. Bon, après, on s'est dit, tiens, on va parler en français. Et puis, la découverte, ils sont à Vierzon. Donc, moi, je connaissais pas du tout Vierzon à l'époque. J'y suis allé. Et puis, ça a super bien fit avec eux. Donc, la société, elle s'appelait Chronocoin. Elle a été lancée par Joël Pobeda, David Ballan et Vanessa Rabessandratana, qui est d'ailleurs une histoire assez amusante. Du coup, je refais des parenthèses sur parenthèses, parce que nous, on était, nous, on est des nerds de la carte à puce qui savent pas quoi faire de leur super carte ouverte, et puis au final, on découvre la crypto-monnaie. Eux, c'était complètement une autre approche. C'était des musiciens qui avaient lancé une station de streaming avant, qui s'appelait Radio Ceros, et qui sont arrivés à un moment, à la conclusion de se dire, tiens, on a des auditeurs, ça serait bien de les récompenser. Comment est-ce qu'on peut faire pour récompenser les auditeurs ? On va regarder ce qui permet de faire des tokens sur Internet. Ah tiens, quelque chose qui permet de faire un token sur Internet, Bitcoin, c'est pas mal, on pourrait peut-être distribuer des Bitcoins à des auditeurs. Alors, inutile de te dire qu'ils ont réfléchi un peu au modèle, ils se sont mis à miner, puis après ils se sont dit, ah ouais, tiens, mais plutôt que de les distribuer aux auditeurs, on va peut-être en fait les garder, puis faire autre chose, parce que c'est peut-être un peu plus rentable, en fait, faire quelque chose de nos bitcoins plutôt que de les distribuer aux auditeurs. Et c'est comme ça que Radio Ceros a été mis un peu en sourdine, même si il y a toujours des composantes qui sont actives, ils sont toujours à fond sur la musique, donc ils aiment bien le streaming et puis toute la scène qu'il peut avoir autour de ça. Et c'est devenu donc Chronocoin, et ensuite ce Chronocoin là a fait partie des composantes de Ledger. Donc ça, c'était pour la petite histoire. On a commencé du coup à essayer de faire un peu tourner ce business de continuer Chronocoin avec une carte à puce.
Bon, écoute, on a vendu un petit peu, hein, c'était pas un business énorme. Là, on parle de 2013, donc on a fait des choses, on a continué de faire monter le chiffre. Mais ça a vraiment pris, en fait, quand on a appris justement l'existence de la maison du Bitcoin en 2014, qu'organisait un hackathon. La maison du Bitcoin, c'était Éric Larchevêque et Thomas France, hein, qui avaient monté ça. Et donc, là, on s'est dit, OK, on va aller faire le hackathon. Et puis, c'est en faisant le hackathon qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points en commun. Déjà, d'une manière complètement inattendue, en fait, Joël avait racheté la maison de famille d'Éric à Vierzon. Donc, ça, on ne sait pas trop comment c'est possible, ce genre de coïncidence. Qu'il y ait plusieurs personnes déjà qui se rencontrent en ayant décidé d'aller à Vierzon, tu vois, de leur propre choix. Donc, c'est assez étrange. Enfin, entre une personne qui était née à Vierzon et puis une personne comme ça, qui arrive à Vierzon, la probabilité que ça arrive, je ne sais pas. La probabilité que ces gens-là décident de bosser dans les crypto-monnaies, c'est encore plus improbable. Puis au final, que tout le monde s'entende, on a rajouté la probabilité sur la probabilité. Et puis donc, on a donc décidé de fusionner les 3 boîtes et de créer l'aventure Ledger à 8. Ce qui est là où on atteint le summum de l'improbabilité. Parce que si jamais vous avez envie de fusionner 3 boîtes et de créer une boîte à 8 cofondateurs, ne le faites pas, parce que c'est l'exception. L'exception, c'était Ledger. La situation normale, c'est que le truc explose au bout d'1 an, je pense. Mais bon, nous, c'est bien passé. Ok, et c'est marrant, je pensais en fait que les 3 boîtes s'étaient rencontrées en même temps à la maison du Bitcoin, et donc non, vous avez d'abord rencontré Chronocoin, c'est ça, puis la maison du Bitcoin, et d'ailleurs, vous n'avez pas eu envie de fusionner BTC Chip, pardon, et Chronocoin, où c'est resté 2 entités jusqu'à... Écoute, on se demandait ce qu'on allait faire ensemble, on n'avait pas encore de vision claire de comment ça allait avancer, et puis au final, je crois que là, ça s'est super bien goupillé, parce que vu qu'Éric et Thomas avaient déjà des entreprises, des expériences entrepreneuriales, je dirais, avec levée de capitaux, revente de sociétés, ce qui n'était pas notre cas, ça s'est super bien goupillé, quoi. Nous, on apportait la partie vraiment tech, carte. Chronocoin, la partie un petit peu, si tu veux, réglementaire, et puis la partie, la partie tech autour de ça, quoi. Et derrière, avoir la grosse connaissance entrepreneuriale, ça nous a vraiment... c'était un bon mix, en fait. Hein. C'est vraiment ce qu'a fait, je pense, ce qui a mis Ledger sur les rails, et ce qui a fait que ça a pu démarrer, et démarrer aussi fort, quoi. Ok. Et à partir de ce moment-là, donc vous avez vraiment commencé à, j'allais dire, professionnaliser la création de Ledger, c'est-à-dire vraiment avoir... Les premiers points, ça a été, là je parle surtout sur les points tech, hein, mais les premiers points, ça a été de se dire, bon, ce truc, c'est pas possible en fait, il faut avoir un wallet qui soit utilisable, il faut avoir un truc qui soit sympa pour les utilisateurs. Après, la deuxième réalisation, c'est de se dire, ok, une fois qu'on a un wallet qui est sympa pour les utilisateurs, la solution de confirmation, elle est vraiment pas terrible, parce que aujourd'hui, la première version de la carte, en fait, tu étais obligé de confirmer concrètement sur 2 PC. C'est-à-dire la façon dont ça se passait, c'est que tu commençais ta séquence sur le premier PC, tu arrachais la carte à puce, tu la mettais dans le deuxième PC. Alors là, vu que c'était une carte à puce USB, un dispositif USB en fait peut être un peu polymorphe pour employer des mots bizarres. Donc la carte à puce se transformait en clavier en fait sur le deuxième PC. Elle te tapait un résumé de ta transaction. Donc en gros, tu voyais un espèce de clavier maléfique qui tapait que tu allais envoyer des bitcoins, etc. Et puis à l'adresse bidule et te confirmer avec un PIN temporaire. Donc PIN temporaire 1, 2, 3, 4. Là, tu enlevais la clé du deuxième PC, tu la remettais sur le premier PC, tu tapais le PIN temporaire, 1, 2, 3, 4, t'attendais 30 secondes, et là, tu avais ta signature. C'était juste... déjà, il fallait 2 PC, c'était juste inutilisable, bref. Donc, la première chose qu'on a fait, c'était de remplacer ça par une carte de code que tu pouvais, je dirais, où il te disait, tiens, un peu comme les jeux de l'ancien temps, c'est ça l'inspiration, de dire, tiens, confirme-moi quelques caractères de l'adresse en allant là. Bon, ça c'était un peu pourri, sécuritairement parlant, mais bon, c'était un choix de dire, en attendant qu'on ait quelque chose de mieux, on va faire ça. Et puis le quelque chose de mieux, du coup, est arrivé quelques mois après, où on a fait une version smartphone avec donc un écran déporté, qui permettait d'avoir une sécurité qui était déjà beaucoup plus sympa, parce que si on voulait le casser, là, il fallait casser à la fois le PC et le smartphone, ce qui est pas facile à casser en même temps. Donc du coup, la première grosse évolution qu'on a fait sur le produit avec Ledger, donc le même produit, hein, c'était de se dire, donc c'est une grosse amélioration du X, cette carte de code, puis ensuite la version smartphone, et puis après, la prochaine réalisation, c'était de se dire, maintenant il faut un écran, parce qu'au final, on va confirmer les choses proprement, les confirmant sur le device, au lieu d'avoir toutes les bidouilles qu'on est en train de mettre en place. Et c'est ça qui a donné la naissance au Blue et au NanoS. Alors pareil, pour la petite anecdote, le Blue est arrivé un peu, je dirais, en même temps, voire avant le NanoS. Et on s'est rendu compte assez rapidement qu'on avait des soucis de prod sur le Blue. Donc comme une bonne boîte hardware, je dirais, c'est important de savoir s'arrêter avant
en général avant de rentrer dans le mur. Enfin, c'est un peu ce qui fait la différence entre les boîtes hardware qui marchent et les boîtes hardware qui coulent, quoi. C'est que quand tu sais, voilà, quand tu vois que tu as une impossibilité de fabrication, c'est bien de pas, voilà, de pas insister trop fort, on va dire. Donc d'arriver en mode, bon, bah voilà, on avait un produit de remplacement, on a attaqué le produit de remplacement, et puis bah, au final, le produit de remplacement, voilà, il a eu le succès qu'il a connu. Et donc c'était le bon choix, quoi. Et pour revenir sur le tout premier produit dont tu parlais, donc Ouais. l'idée là, c'était, donc tu avais la carte à puce, il fallait un ordinateur et un smartphone, il fallait les deux, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Enfin, soit tu avais donc ta carte de code sur papier, mais c'était pas super sympa, soit tu avais effectivement un smartphone, et là déjà tu avais une meilleure expérience, puisque tu pouvais directement confirmer sur ton smartphone, mais le smartphone servait juste à la confirmation. C'est-à-dire que tu avais une application compagnon qui servait à confirmer, et derrière tu avais une Chrome app qui était ce qu'à l'origine Ledger Live donc n'existait pas. Ledger c'était une Chrome app qui tournait comme une extension Chrome. Donc tu confirmais comme ça en fait. Et évidemment c'était Bitcoin only, puisque bon, voilà, on parle de 2015, donc en 2015, c'est pas comme s'il y avait grand-chose. Oui. Ouais, effectivement. Oui, c'est vrai que j'avais oublié l'extension Chrome de Ledger avant Ledger Live. C'est vrai que Ledger Live, pour rappel, hein, donc c'est l'application desktop de Ledger pour envoyer et recevoir les crypto-monnaies, et qu'avant, donc il y avait des extensions Chrome pour justement faire la fameuse validation d'envoi enfin, la validation d'envoi de crypto-monnaies. Et Ledger Blue, enfin le Blue, je connaissais pas l'existence donc de ce hardware wallet. C'était quoi la différence avec le Nano? Bah écoute, ça ressemblait un petit peu à ce qu'on fait avec Stacks, enfin à ce qu'on va faire avec Stacks, c'est-à-dire c'était un Ledger avec un grand écran et puis un support de Bluetooth, donc pour pouvoir le connecter potentiellement sur des mobiles. Ok. Sachant que le Bluetooth n'a jamais été activé, donc c'est l'anecdote intéressante, on n'avait jamais réussi à le faire marcher correctement, donc ça s'appelait Ledger Blue, mais au final il n'y avait pas de Bluetooth. Voilà. Ok. Et donc ce qui vous a vraiment fait décoller, c'est le Ledger. Ouais, c'est le Nano S, parce que là-dessus, le Nano S était mieux pricé, on avait moins de problèmes de prod, donc c'était vraiment quelque chose qui pouvait démarrer vraiment très fort, et bon, ça a démarré très fort. Ensuite, sur les différents aspects de traction qu'il y a eu, je dirais, bon, bah, on a démarré ça en 2016, quoi. Il y a eu, en 2017, il y a eu, bon, bah, le premier épisode de pump massif, l'arrivée d'Ethereum, l'arrivée des ICO sur Ethereum. Et en fait, là, je voyais en fait qu'il y avait pas mal d'engouement autour de MyEtherWallet. Et donc, le premier truc que j'ai fait, c'était de me dire, mais comment est-ce qu'on peut être compatible avec MyEtherWallet en fait. Et donc, bon, bah, c'est là où là-dessus, j'ai trouvé une bidouille qui permettait de tourner avec. Je pense que ça nous a pas mal aidé aussi. Enfin, ça nous a fait prendre probablement plus de 6 mois d'avance sur la concurrence, parce qu'on a été au cœur pendant vraiment le cœur des ICO, en fait, on était le seul hardware wallet qui existait, en fait, et qui permettait de stocker des tokens et de stocker des Ethers. Enfin, on a eu des scènes complètement incroyables en 2017. Hein. On était en rupture de stock partout, parce qu'évidemment, on n'avait pas prévu ça, et on n'était pas encore assez organisé pour gérer notre stock correctement. Donc, bah, enfin, on voyait des clients qui revendaient des nanos à 600 $ sur eBay. On a vu des gens qui venaient de New York directement taper au bureau de Ledger pour acheter des nanos, parce que leur boss leur avait dit, bah non, mais là, on est un hedge fund, rentre avec, vas-y, va à Paris et rentre avec des nanos ou ne reviens pas, quoi. Donc, non, ça n'avait aucun sens, hein, 2017, ça n'avait absolument aucun sens. Donc, et d'ailleurs, pour recontextualiser 2017, ouais. à ce moment-là, donc vous, y compris les hardware wallets de manière générale, acceptaient que Bitcoin au début, et c'est après qu'ils ont commencé. Ouais, bah on a été les premiers à supporter Ethereum en fait, parce que bon bah voilà, on avait fait cette appli, et puis ensuite l'intégration à MyEtherWallet, ça nous a complètement, ça a rendu tout plus simple en fait, parce que du coup on n'avait pas à faire d'extension Chrome. Enfin, on a fait une extension Chrome, mais au final plus tard. Mais on disait juste aux gens, bah allez sur MyEtherWallet, connectez votre Ledger, et puis en fait ça va marcher de manière automatique. Ouais. Et tu parlais d'ailleurs d'un gain de temps de 6 mois, ce qui est énorme, parce que le bull market a duré pas tant de temps que ça. À la fin 2017, c'est quasiment fini. Alors, il y a eu un peu Je pense que c'est vraiment ce qui a aidé à marquer le premier creux avec Trezor, quoi. Parce qu'aujourd'hui, Trezor communique pas sur ses chiffres. J'ai envie de dire que s'ils ont vendu la moitié de ce qu'on a vendu, ça me paraît être une estimation optimiste. Voilà, mais après, bon, je pourrais revenir pourquoi sur comment je dirais, je sors les chiffres de mon chapeau. Mais, donc je pense que ça a été vraiment le début du creux, quoi. Ok. Et pour venir sur le début de la création de Ledger, est-ce que en vous associant, en étant 8, un regroupement de 3 boîtes, tu as dit toi-même, c'est assez improbable, est-ce que vous aviez en tête que Ledger pourrait devenir une licorne et dépasser le $1 milliard de valorisation un jour?
Bah écoute, on pensait tous que Bitcoin, ça pouvait être gros. Après, savoir exactement ce que ça allait être, nous, on venait pas vraiment du monde, je dirais, de boîtes énormes, tu vois. Donc, on imaginait que ça pourrait être quelque chose de bien, mais après, quantifier quelque chose de bien, enfin, être capable de mettre un chiffre sur à quel point ça allait être quelque chose de bien, c'était plus difficile, quoi. Donc, en tout cas, on a toujours voulu faire quelque chose qui soit, qui puisse aider tous les possesseurs, enfin tous les détenteurs de crypto-monnaies à améliorer leur sécurité. Mais après, bon voilà, on voulait faire quelque chose de gros. Après, bon, bah, on a aussi été pas mal aidé par la suite pour la croissance, hein, puisque nous, on était un peu on était une équipe de gars qui aimait bien faire de la tech, mais bon. euh, mais ouais, je sais pas si on avait ce chiffre-là en tête, pour être honnête. Et moi, je me demandais aussi, est-ce que dès le départ, vous aviez conscience que votre activité, c'est vraiment dépendant des marchés haussiers et baissiers et que j'imagine ça a vraiment un impact sur votre Ouais, activité. ça, on s'en est vraiment rendu compte super vite. Parce que Ouais. quand on a commencé, on a vraiment vu à quel point on a sorti les rames, quoi. Parce que bon, en plus, on faisait du hardware, hein. Donc en plus de faire des crypto-monnaies, je veux dire, tu combines un truc incompréhensible pour un VC et un truc que un VC déteste par essence, qui est le hardware. Et ouais, tu te rends compte à quel point c'est compliqué. Ouais. Après, bizarrement, bon, bah, quand il y a eu la traction, quand il y a eu les premières tractions utilisateurs et que là, d'un seul coup, c'était à peu près évident que tout le monde allait se jeter sur Bitcoin. Ouais, là, c'était bon. Bah là aussi, on a vu que ça faisait quand même sauter beaucoup de verrous, quoi. Le tout, c'était de bien timer l'élevé, mais ça a été fait. Ça a été fait de main de maître, je dirais, dans tous les cas. Donc, c'était plutôt pas mal. Et d'ailleurs, ça a été compliqué au début de lever, de convaincre des investisseurs. Ah, ça a été très très compliqué. Enfin, sur la première partie, au démarrage, bon, bah, heureusement qu'on a eu on a eu quand même des gens qui nous ont suivis, qui ont montré et qui pouvaient être là dès le départ, hein. Enfin, je pense par exemple à Xange, mais bon, il y en a eu d'autres. Mais c'était compliqué. Enfin, arriver avec du hardware comme ça, plus expliquer toutes les notions de self-custody, toutes les notions de, bon, bah, au final, confrontation directe avec le système bancaire. Ensuite, une petite société qui va faire de la carte à puce, toutes les remarques que j'ai pu avoir là-dessus, mais c'était, bah oui, mais pourquoi est-ce que, au final, vos concurrents ne sont pas sur le même secteur? Enfin, qu'est-ce qui fait que vous allez pas être rattrapé dans quelques mois? Enfin bon, voilà, il y avait pas mal d'interrogations sur ces points-là. Sachant que bon, là-dessus, on était, enfin, ce qui nous a vraiment démarqué, j'ai envie de dire, de la concurrence aussi, hein, c'est l'utilisation de cette techno carte à puce et la rendre ouverte, ce que personne ne fait. Et ce que, au final, les seuls concurrents, effectivement, qu'on aurait pu avoir, c'était ces grosses boîtes, mais ces grosses boîtes ne vont pas se lancer sur le marché des crypto-monnaies sans savoir exactement où ça va. Sachant qu'historiquement, en plus, c'est des sociétés qui font énormément de business avec les banques, enfin, qui vont faire des cartes bancaires, des cartes d'identité, des passeports, etc. Donc, c'est pas des gens qui vont mettre à risque, en fait, leur business principal en essayant un petit truc comme ça sur lequel ils sont bah, à peu près incapables de chiffrer la taille du marché. Enfin, aujourd'hui, c'est un peu le cas de tout le monde, on ne sait pas vraiment chiffrer la taille du marché. Ouais, on était vraiment au tout début. Et d'ailleurs, Donc, prendre ça, ouais, pardon. non, pour cette première levée, vous aviez levier combien ouais. Bah, je suis très mauvais en chiffres, hein. Je sais que j'aurais dû les relire, je sais que j'aurais dû les relire avant, donc pour éviter de dire un chiffre, je vais te dire je me souviens plus. Ok. Bon, je crois que j'avais en tête, ouais, je vais pas dire de bêtises non plus, mais bon, j'imagine que c'était une somme beaucoup moins importante que la dernière levée qui était une Ouais, levée non, mais ça c'est clair, c'était pas une levée à 70 millions, voilà, c'était plus une levée à 1 qu'une levée à 70, quoi, si tu veux ouais, te c'est l'ordre décrire. d'idée que j'avais à peu près dans ces Ouais. eaux-là, 1, 2. Mais bon, je vais pas dire de chiffres exacts parce que Oui, oui. je vais pas m'en souvenir, donc. Mais comment ça s'est passé une fois que vous avez levé, ça a été quoi un peu les gros postes d'investissement? Est-ce que ça a Ah bah été la levée, ça a été, ouais, la suite de la levée, ça a été vraiment pour le développement du NanoS, en fait, hein. La ouais. première levée, c'était pour se dire, bon, bah là, maintenant, il faut qu'on ait un produit qui soit plus sympa que la carte sans écran. Donc, comment est-ce qu'on développe ça? Donc, nous et NanoS, effectivement. Et puis, un autre poste important pour l'élever aussi, pour nous, puisqu'on est dans une structure un petit peu particulière, c'était de se créer du stock de composants, puisque, bon, bah, on a besoin, je veux dire, on a des lead time on a des temps de livraison qui sont absolument horribles sur les cartes à puce, mais ça, c'est la nature du produit qui veut ça. Donc on est à plusieurs mois de livraison, plus il faut commander, il faut réserver de la capacité à des moments précis. Enfin, c'est un cycle de développement qui est vraiment pas un cycle de développement classique ou d'achat de composants, si tu veux, classique, hein, puisque bon, mais ça c'était bien avant le Covid, donc il y a toujours eu ce cycle-là. Ensuite, après, tu rajoutes, bon, ça c'était pour les levées suivantes, mais tu rajoutes la complexité d'une boîte hardware pendant le Covid.
C'est là où tu réalises que ouais, c'est bien d'avoir au final pas mal de stock et c'est bien d'avoir réfléchi à ce qui peut se passer, notamment au niveau des évolutions du marché, du bull market et tout, parce que le dernier truc que tu veux, en fait, c'est d'être coincé dans un bull market et de pas avoir de stock. Ça, c'est vraiment le truc Ouais. le plus horrible qui puisse arriver, parce que toutes les précommandes, je dirais, qu'on a fait en 2017, enfin, ça, c'est un truc qui arrive une fois, je veux dire. Enfin, tu peux pas vivre en étant une boîte hardware uniquement sur des précommandes. C'est impossible. Donc, voilà. Donc, même au niveau comptable, c'est compliqué, quoi. Mais donc, ouais, donc ça, c'est arrivé une fois. Et maintenant, l'idée, c'était de dire, bon, bah, plus jamais, quoi, en fait. Ok. Je repense d'ailleurs à ce que tu disais tout à l'heure, qu'il y a des gens qui vendaient des ledgers Ouais. en bull market de 2017, des 600 euros sur eBay. N'achetez jamais des ledgers d'occasion. C'est jamais ce qui peut se cacher derrière. Achetez toujours bien des Après, bon, aujourd'hui, la techno fait que on est capable de vérifier, je dirais, qu'un ledger est authentique. Après, aujourd'hui, si quelqu'un voulait faire un faux ledger, j'ai envie de dire, bon, après, je vais pas donner des conseils, hein, mais le plus simple, en fait, c'est d'articuler un produit autour du ledger original. Donc, déjà, c'est là où on voit la complexité du truc, parce qu'en gros, ça voudrait dire, bon, bah, il y a un ledger, et puis par-dessus, il y a autre chose qui ressemble vaguement à un ledger, mais qui, au final, n'est pas un ledger. Donc, c'est pas quelque chose de techniquement facile à faire. Je dirais qu'à peu près tous les autres hardware wallets, il y a des moyens assez triviaux si on a accès à l'usine juste de les modifier, d'en faire quelque chose d'autre et de les faire passer comme des ledgers originaux, comme des devices originaux. Pour un ledger, c'est beaucoup plus compliqué parce que vu que toute la logique en fait va s'exécuter sur la carte à puce, sans avoir accès à la carte à puce ou sans, comme je te disais, faire un truc qui va en fait reprendre tout ce qu'il y a autour mais se brancher par-dessus, ça va être délicat. Donc moi, je n'aurais pas peur, en tout cas, d'acheter un ledger d'occasion. Après, effectivement, Bah, ça fait penser à une anecdote où alors il y a eu une époque où Ledger, enfin c'est pas Ledger, hein, c'est Shopify, un plugin ouais, Shopify qui avait été hacké, donc la base de données des utilisateurs Ledger qui avaient acheté leur Ledger sur Internet qui s'était fait hacker. Et donc il y avait des adresses qui avaient qui avaient leaké sur Internet, hein, donc qui étaient disponibles. Et donc il y avait des gens, je crois, qui avaient reçu des faux ledgers chez eux ouais, de la part de hackers dans l'espoir ouais, que les utilisateurs mettent leurs clés privées pour se faire subtiliser. ouais, non, tout à fait, tout à fait. Mais il faut voir que alors déjà, j'en profitais, même si, bon, moi, j'étais à l'époque, c'est pas les parties dont je m'occupais, mais bon, si j'ai l'occasion de m'excuser une nouvelle fois pour les gens qui se sont fait, qu'on subit, je dirais, des désagréments suite à ça, ça donne une occasion supplémentaire de le faire, donc c'est bien. Après, je dirais tout ce que les attaques qu'on a pu voir dans ces cas-là, enfin moi en tout cas les attaques que j'ai vues, je dirais, ce que les clients ont reçu, c'était en général des clés, justement, c'était des ledgers sur lesquels les gens avaient soudé, en fait, enfin les pirates avaient soudé une mass storage, donc en fait ils avaient soudé une clé USB par-dessus le ledger, ce qui fait qu'en gros le ledger s'allumait, affichait un pin, mais bon, pas grand-chose d'autre, parce que de toute façon... ils avaient soudé ça n'importe comment, et bon, Ok. bref, enfin, encore ils auraient pu le souder correctement, ça aurait pas changé le problème, mais là, en plus, je dirais, ils l'avaient soudé tellement n'importe comment qu'il n'y avait même plus de pin data sur l'USB, donc c'était une horreur. Mais du coup, vu qu'ils avaient rajouté une mass storage, ce qui se passait, c'est que quand on branchait le ledger, il y avait un petit écran qui popait pour dire, ah bah tiens, voilà, c'est une clé USB et vous pouvez double-cliquer pour avoir Ledger Live. Et effectivement, quand on double-cliquait pour avoir Ledger Live, on avait un Ledger Live qui faisait en fait la personnalisation du device sur le software. Donc en gros, on avait un Ledger Live qui disait, bah voilà, mettez vos 24 mots, etc., mettez-les directement sur Ledger Live. Et effectivement, je dirais, je vais pas encourager les gens qui font ça, mais c'était relativement bien pensé, puisque si l'utilisateur ne sait pas que il faut absolument faire tout le setup sur le device, effectivement, il peut se dire que ouais, c'est normal en fait, il peut se dire qu'il n'y a pas de problème. Ok. C'est-à-dire qu'un utilisateur averti en général a tout de suite, remarque Oui, la fraude. il va tout de suite voir qu'il y a un truc qui va pas, mais je dirais que, et ça, c'est le plus grand niveau de sophistication que j'ai vu, donc c'est quand même pas terrible. Oui, c'est clair. Voilà. C'est clair. Et d'ailleurs, je me demandais, quand vous avez créé le Nano, hein, pour le commercialiser, est-ce que vous êtes posé la question de rendre le code open source ou non Ouais, c'était vraiment un truc qui m'animait depuis le départ. En fait, on a vraiment voulu rendre open source tout ce qu'on pouvait rendre open source. Donc, on a démarré. C'est pour ça qu'en fait, toute l'architecture de l'OS, on a vraiment isolé l'OS des applications. Et toutes les applications étaient open source depuis le départ. Après, la partie un petit peu plus délicate, c'est de voir l'OS. Parce qu'étant donné qu'il y a des composants, en fait, ce qu'on peut pas faire sortir, en fait, essentiellement, ce qui est sous NDS, c'est les caractéristiques du chip. Donc ça, c'est quelque chose qui vient, en fait, des certifications des chips, parce qu'ils sont toujours sur un process qui date un peu des années 80. Enfin, en gros, on peut voir que dans le monde de la sécurité, il y a eu un fork
autour de ces années-là où il y a eu une partie de sociétés qui sont restées très très privées, et puis ensuite on a eu toute la vague Linux avec les clones d'Unix qui donc ont mis en avant l'open source. Et au final, la sécurité, elle a évolué vers quelque chose qui était complètement open, alors que la sécurité des cartes à puce, elle n'a jamais vraiment changé. Donc c'est justement ça qu'on a voulu faire bouger. Mais forcément, ça prend plus de temps de voir l'OS que de voir les applications. Parce que sur les applications, au final, on démarre from scratch. C'est un peu comme si tu disais que tu avais Windows et que par-dessus Windows, tu fais tourner des apps. C'est facile de faire tourner les apps puisque tout est ouvert, les API de Windows sont ouverts, le compilo est ouvert, etc. Donc c'est l'approche qu'on a voulu choisir. Et l'OS, on a décidé de l'ouvrir progressivement. Donc, là, on est toujours en train de l'ouvrir, en fait. Donc, quand justement, la polémique qu'il y a pu y avoir sur Recover, ça a donné justement l'occasion d'aller encore un cran plus loin dans l'ouverture, mais d'accélérer, en fait, un process d'ouverture qui existe depuis le démarrage. Parce que si je veux prendre un exemple, on a ouvert, par exemple, ça c'était bien avant Recover, enfin, peut-être un an avant Recover, on a ouvert la stack cryptographique de l'OS pour la rendre disponible en open source, ce qui était quand même une des tâches les plus importantes, quoi, puisque on a beaucoup de code qui est intéressant là-dedans, et c'était quelque chose qui était compliqué à ouvrir. Donc l'idée, c'est d'être full open source, enfin en tout cas aussi full open source qu'on pourra. Donc au final, ça voudra dire être très très open source avec un petit bout de noyau qui restera privé, un modèle du Raspberry Pi, il y a toujours un petit peu de code qui sert à booter, ce genre de choses. Donc ça, c'est le modèle vers lequel on veut aller. Mais ça va prendre du temps. Donc là, aujourd'hui, je vais pas commenter sur les roadmaps de Ledger, parce que j'ai plus trop la main dessus. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va encore prendre du temps. Mais pour un utilisateur qui veut posséder son device, regarder ce qui se passe, exécuter ses propres applications, ça a toujours été possible depuis le day one. Ça, c'est un truc dont je suis particulièrement fier, et vraiment quelque chose qu'on a voulu mettre en avant. C'est on peut posséder son device, en fait. Parce que je considère que quand on achète quelque chose, en fait, je suis très triste quand j'achète un truc et je peux pas faire tourner mon code dessus. C'est pas que j'ai envie de faire tourner Doom sur mon micro-ondes, tu vois, mais des fois, t'as juste envie de customiser, en fait. T'as envie de changer la façon dont quelque chose se comporte, juste parce que ça sera plus pratique. Et du coup, sur un Ledger, ça s'y prête super bien. Je vais prendre des exemples complètement aléatoires. Tu vois, par exemple, l'application Bitcoin. Aujourd'hui, tu dois confirmer tous tes inputs, enfin, tu dois confirmer toutes tes transactions. Si tu as une boîte qui fait des paiements massifs à, je sais pas, des centaines de personnes, de salaires, etc., tu peux avoir, par exemple, envie d'uniquement confirmer la totalité de la somme, ou confirmer une transaction sur 10, etc. Enfin, tu peux avoir en fait des usages complètement custom, et ça, aujourd'hui, tu peux le faire super facilement avec un Ledger, puisque toutes les apps sont ouvertes, donc tu prends l'app, tu la modifies, tu la relances sur ton device, tu sais que tu l'as modifié, tu sais que c'est ton app, et tu sais en même temps que la plateforme est toujours sécuritairement intègre. Donc ça, pour le compte, on est absolument les seuls sur le marché à faire ça, à avoir la possibilité de garder la plateforme intègre tout en faisant tourner de nouvelles applications qui sont complètement définies par l'utilisateur. D'ailleurs, pour rappeler l'arbitrage entre open source ou non open source, c'est que quand c'est open source, forcément, il y a les utilisateurs ont confiance, mais ça peut aussi attirer les hackers, mais ça permet aussi d'élever le niveau de sécurité d'un produit. Et par contre, le risque également, justement, voilà, c'est quand c'est trop open source, tu disais, si tout était à 100% open source, peut-être que ça permettrait de mettre... Alors non, parce qu'en fait, ça c'est un argument. Je considère que tout devrait être open source, en fait. Mais après, des fois, tu peux pas, parce que parce que tu as des contraintes, commerciales, enfin, tu as des contraintes de fournisseurs qui n'ont pas envie que ça soit open source. Moi, je considère... les émetteurs de puces, par exemple. Les émetteurs de puces. Voilà, pour les puces, voilà. Moi, je considère que si tout est open source, c'est cool. Et en même temps, il y a une espèce de croyance, je dirais, dans le monde crypto que c'est très bien de tout avoir open source sur du hardware. Mais là, on arrive, en fait, quand on regarde concrètement comment ça fonctionne, on arrive à des problèmes, auxquels beaucoup de gens ne pensent pas. C'est que même si tout le code, imaginons, on va prendre un autre hardware wallet dont tout le code est open source, et au final, tu reçois un device, comment est-ce que tu vérifies que c'est bien ce code-là qui va tourner sur ton device? Et là, tu commences à avoir des complications intéressantes, parce qu'en fait, il faudrait que j'écrive un truc là-dessus d'ailleurs, parce que là, j'en parle, mais bon, ça va être à l'écrit. À l'oral, ça va être un petit peu bizarre à suivre, mais tant pis, j'y vais quand même. En fait, ce qui se passe, c'est que les hardware wallets ne sont pas des devices ouverts par définition. C'est-à-dire, ça ne peut pas être des devices ouverts, en fait. Ce n'est pas un device sur lequel n'importe qui peut charger du code. Parce que sinon, tu retombes dans le problème initial, en fait. Le but du hardware wallet, c'est d'éviter les malwares, et si n'importe qui pouvait faire tourner n'importe quoi, par définition, ça générait des malwares.
Donc ce qui se passe en général, c'est que enfin c'est pas en général, c'est tout le temps, les hardware wallets sont verrouillés par le fabricant. En fait, le seul code que peut faire tourner un hardware wallet, c'est le code du fabricant. Et ça, c'est valable pour absolument tous les hardware wallets. Ce qui veut dire que pour faire ça, le fabricant est obligé de mettre un petit bout de code, en fait, qui va vérifier justement que le code que tu charges est bien le code signé par le fabricant. Et ça, c'est pas supporté par le chip. Ça, c'est la partie qui est super importante. C'est vraiment du code que le fabricant doit mettre. Mais ça touche, ça concerne absolument tout le monde. Et donc, si tu regardes, en fait, du coup, maintenant, toute la chaîne de chargement de code, en imaginant que tu prennes ton firm, tu le compiles, tout est open source, tu le compiles, tu le charges, bah, c'est cool, mais ça va toujours passer par ce morceau de code, en fait. C'est-à-dire le morceau de code installé par le fabricant qui va vérifier que, oh tiens, c'est le code du fabricant ou c'est pas le code du fabricant. Et qui va faire un truc différent selon que c'est le code du fabricant ou pas son code. En fait, si cette partie-là est corrompue, tout ce que tu as fait est mis par terre, parce que tu n'as pas vraiment de root of trust. Et si tu imagines que tu as quelqu'un de très méchant, tu vois, qui est arrivé à l'usine et qui a modifié cette première partie de chargement de code par quelque chose qui, au lieu de juste faire charger le code, va en modifier des petits bouts, tu vois, comme ça, à la volée, et puis va au final charger quelque chose qui n'est pas le code que tu voulais charger, c'est chiant parce que tu peux rien contrôler. Toi-même, tu as pris ton code, tu l'as compilé, tout est correct, tu l'as chargé, mais au final, c'est pas ça qui tourne. Donc, dès que tu rajoutes en fait une problématique de hardware, tu vois, au milieu de juste la problématique pure open source, tout devient plus compliqué en fait. Et ça, c'est un exemple assez, je dirais, flagrant de la complexité que tu peux avoir. Ouais, hyper intéressant. J'aimerais bien revenir sur un peu l'évolution de ton rôle au sein de Ledger, parce que finalement, tu es passé d'une équipe de 8 personnes à une équipe de centaines de personnes. Comment, puis une équipe de 8 personnes. Parce que moi, en fait, je suis très très heureux avec des équipes de 8 personnes. Ouais, vraiment, c'est ce qui me plaît. Hein. J'aime bien avoir des petites équipes. Et puis, j'aime bien, en fait, je suis un très mauvais... Enfin, j'ai envie de dire, je suis un très mauvais manager avec les gens que je n'ai pas choisis. Donc, je pense être un bon manager avec les gens que je choisis, étant donné que je choisis des gens qui n'ont pas besoin d'être managés. Donc, tu vois, quelque part, c'est un petit peu récursif, mais ça marche comme ça. Voilà. Et puis bon, après, avec la croissance de la société, il faut un rôle complètement différent. Je dirais, j'étais CTO au départ, il faut avoir un rôle complètement différent pour être CTO d'une boîte de plusieurs centaines de personnes. Donc là-dessus, j'étais très très content de recruter Charles qui a pris le rôle en 2019 parce que lui, il est vraiment super dans ce rôle en étant en plus complètement aligné avec toute la philosophie initiale. Donc c'est vraiment le meilleur CTO qu'on pouvait trouver pour Ledger. Et puis par la suite, j'ai eu donc une période où j'avais recréé une petite équipe innovation en fait, mais ça c'était suite à 2019 avec mes cofondateurs initiaux. Ensuite, on a essayé de spin-offer cette équipe innovation pour faire un département de Ledger qui pourrait travailler dans l'IoT. Ça, c'était quelque chose qui s'appelait Ledger Origin, dont il n'y a pas grand monde qui connaisse l'existence. Voilà. Pas grand monde en connaît l'existence, je veux dire. Cette aventure-là, elle a duré à peu près 1 an, puisqu'on s'est rendu compte que, en fait, ça matchait pas, je dirais, les attentes des investisseurs. Enfin, c'était un petit peu complexe à suivre, je dirais, pour une boîte qui fait de la crypto-monnaie, de se lancer dans l'IoT, c'était pas super compréhensible. Bon, même si... le but, d'ailleurs, le but, c'était de dire que tout ce qu'on avait fait pour ouvrir les composants carte à puce, en fait, on pouvait réutiliser ça dans des marchés complètement différents qui commençaient à s'intéresser un petit peu à la blockchain. Alors là, je pense à l'énergie, par exemple, à dire, voilà, on vous donne une solution toute intégrée pour qu'on puisse ajouter ça à des capteurs IoT, par exemple, et puis avoir une solution qui est parfaitement manageable et qui va vous permettre d'avoir un niveau de sécurité acceptable pour aller sur de la blockchain ou pour, au final, faire quelque chose qui a besoin d'un niveau de sécurité assez fort. Là-dessus, je pense à des capteurs qui vont mesurer des données sensibles, par exemple, je sais pas, la pollution de l'eau, des choses comme ça. Enfin, si on a peur que le capteur se fasse un petit peu trafiquer, après, là, c'est peut-être un exemple extrême, mais... donc, on voulait répondre à ces problématiques-là. Le problème, c'est que c'est des cycles de vente, évidemment, qui n'ont rien à voir avec les cycles de la crypto-monnaie. Enfin, c'est la crypto-monnaie, ça reste quand même un énorme cirque géant. Hein, donc, là, l'IoT, c'est beaucoup plus conventionnel. Hein, on est sur des cycles de plusieurs années pour réussir à décider un petit peu, je dirais, des grosses sociétés d'intégrer des choses, donc ça collait pas, quoi. Ça collait pas, c'était une tentative, on a essayé, voilà. Donc c'est le moment d'ailleurs où on a eu le départ d'ailleurs de mes 2 cofondateurs une fois qu'on a terminé cet épisode-là, donc Olivier et Cédric, c'était en 2021 si ma mémoire est bonne. Et donc finalement j'ai terminé par recréer une nouvelle équipe innovation, mais cette fois-ci avec un scope différent et des nouvelles personnes.
on a voulu regarder un petit peu comment on pouvait continuer les innovations on-chain et qu'est-ce qui se passait en fait autour de nouvelles... où est-ce que le secteur allait en fait en matière de self-custody qui n'était pas purement hardware. Et d'ailleurs, on peut en parler, c'est du coup le projet sur lequel tu travailles. Ouais, c'est les projets qui m'ont... c'est un petit peu en fait de regarder ça qui m'a permis qui m'a fait comprendre qu'aujourd'hui on pouvait essayer de réfléchir à de nouvelles solutions pour onboarder les utilisateurs. Parce qu'au final, quand on a créé Ledger, effectivement il n'y avait rien, le hardware c'était absolument indispensable. Aujourd'hui, je pense que c'est compliqué d'avoir sa première expérience sur du hardware. Je pense que si on arrive dans l'écosystème et qu'on arrive à avoir une solution, je dirais, d'entrée dans l'écosystème qui est aussi transparente que possible. Tu vois, je ne veux même pas dire wallet, je veux juste dire, on est sur un site web, on fait une authentification biométrique et d'un seul coup, on est capable de pouvoir gérer des actifs numériques ou en tout cas de les gérer dans le cadre de la première entrée qu'on va faire. Je trouve que c'est bien, ça permet de faire ses premiers pas dans l'écosystème de manière simple, ça permet surtout de les faire de manière instantanée. Je dirais, on n'a pas toute la phase de on va acheter un wallet, on va réfléchir, on va attendre de le recevoir et puis ensuite on va pouvoir travailler. Je suis toujours à peu près convaincu que de toute façon, quand on commence à diversifier, quand on commence à vraiment se professionnaliser en crypto, c'est indispensable d'avoir un hardware wallet, puisque aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution si on veut avoir à la fois de la self-custody, de la flexibilité et une sécurité raisonnable. Si on est prêt à compromettre, je dirais, sur un des points, il y a d'autres solutions, mais si on a envie d'avoir ces trois caractéristiques, c'est quand même difficile. Donc là, aujourd'hui, ce que je cherche à faire, c'est à simplifier cet onboarding le plus possible et voir combien de gens on va pouvoir faire migrer du Web 2 justement grâce à ces technos. Ok. Un wallet qui est vraiment avec une expérience utilisateur simple et agréable. Voilà, je vais même pas dire un wallet, je vais appeler ça une porte d'entrée dans l'écosystème. Absolument. Voilà. Absolument. C'est marrant, d'ailleurs, très récemment, j'ai interviewé Auriel Ohayon de Zengo, qui propose une solution qui se rapproche un peu de ce que tu dis. Après, je pense qu'il y a peut-être des spécificités. Ouais. Je vais pas commencer à casser du sucre sur les technos MPC parce que sinon ça pourrait me prendre 2 heures de plus d'interview. Donc ouais, c'est effectivement du combat d'idéologie, voilà, parce que on n'est pas si idéologique. Non, mais je veux dire, ouais. Mais en tout cas, voilà, là, ton but, c'est de dire que le Ledger et les hardware wallets, de manière générale, ce sont des super outils, mais peut-être plus pour un public avancé et clair. Et par contre, quand tu es débutant, effectivement, c'est d'être un peu overkill du tien. Je pense que c'est bien de débuter. Encore une fois, tu vois, je contextualise vachement, parce que je pense que si tu veux débuter sur 15 cryptos dont Bitcoin, enfin qu'en gros tu veux débuter comme un investisseur, là c'est bien de prendre un hardware wallet tout de suite. Si tu veux débuter en recevant un NFT, si tu veux débuter en recevant une carte de fidélité, quelque chose comme ça, là il y a des solutions, à mon avis, qui sont plus à même d'offrir une expérience beaucoup plus fluide en fait dans l'onboarding de l'utilisateur. Et ensuite, je pense qu'on peut même, imaginer que on a une expérience d'onboarding et ensuite l'expérience de pure wallet qui est différente, mais qui est quelque part connectée à l'expérience d'onboarding. Enfin, en tout cas, c'est ça que j'essaie de construire. Ok. Et t'en es où d'ailleurs dans ce projet? Tu as constitué une équipe Là, je commence à constituer l'équipe. J'ai posté sur Twitter une petite liste de compétences que j'étais intéressé d'avoir. J'ai eu des réponses. Je continue de trier les réponses. Et puis c'est aussi pour ça que j'ai passé pas mal de temps dans les conférences. Là, j'étais à DevConnect aussi, qui me donne un bon moyen de voir un petit peu la communauté, où on en est. Et puis quelque part de faire des entretiens directs. C'est aussi pratique. Donc là, je suis toujours en cours de constitution. Je pense que ça prend un petit peu plus de temps que prévu parce que c'est toujours des fois les choses sont toujours un petit peu moins simples qu'on peut imaginer qu'elles le sont quand on débarque quelque chose. Mais je pense que d'ici au début de l'année prochaine, on sera sur pied et on pourra communiquer de manière un peu moins sibylline que ce que je suis en train de faire en ce moment. Ok. Et dans le monde idéal, tu aimerais lancer ce produit pour quand? Pour courant 2024 ce sera, oui, dans le monde idéal, c'est du Q1. Dans le monde idéal, on a une solution qui tourne Q1 2024. Ok, donc tu as déjà commencé à travailler sur le produit Ouais. Moi, de mon côté, je commence à travailler sur le truc. J'ai aussi beaucoup de composantes, je dirais, beaucoup de composantes techniques, en fait, dont je vois qui vont me manquer. Notamment, comment est-ce que je vais faire pour gérer des clés correctement côté serveur, sans HSM, par exemple. Enfin, voilà, ce type de problématiques qui sont, en fait, au cœur des problématiques que je connais bien. Donc,
j'essaye d'apporter des réponses déjà sur ces parties-là. En gros, j'essaye de pas mal, si tu veux, avancer de mon côté sur les parties où il n'y a pas besoin du UX, parce que bon, bah voilà, je sais que quand il y a besoin du UX, on va revenir sur ma phrase du début, c'est pas moi qu'il faut demander, parce que sinon, ça va pas ressembler à grand-chose. C'est voilà, c'est vraiment l'approche que j'ai aujourd'hui, quoi. Donc non, je suis toujours actif techniquement parlant, en plus de regarder ce qui se passe et justement de suivre aussi. Enfin là, c'est super important de faire de la veille sur toutes ces technos-là parce que ça évolue super vite et comme je veux qu'on ait une solution qui soit la plus, en même temps meilleur point de vue UX, mais la plus standard possible. Parce que souvent, c'est possible de faire des choses qui sont très bonnes au niveau UX, mais en faisant beaucoup de compromis sur la partie standard et interopérabilité, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc du coup, ça demande d'énormément de veille pour arriver à avoir quelque chose de cohérent à mon sens. Ok. Pour venir sur le Ledger, malgré ton départ, est-ce que tu es toujours impliqué? Est-ce que tu es, par exemple, présent au conseil d'administration? Je suis pas présent au conseil d'administration, non. Je serais peut-être impliqué de manière, je dirais, un petit peu conseiller technique je dirais, dans le futur, hein. Ça, c'est pas quelque chose que je me ferme. De manière non officielle, je discute régulièrement avec des gens, je partage tout ce que je peux voir, je partage toutes les expériences qui peuvent, à mon sens, permettre à Ledger d'offrir plus de choses aux utilisateurs. Donc après, voilà, tu sais, il y a les parties officielles et puis il y a les parties, voilà, il y a les parties un petit peu, je dirais, les relations entre personnes qui sont toujours excellentes. Ok. Et pour d'ailleurs, pour venir sur ton départ, tu es parti justement pour développer ton projet ou parce que tu sentais aussi que la boucle est bouclée, parce qu'effectivement, 9 ans, c'est quand même beaucoup. Ah, moi, je suis complètement parti parce que j'avais envie de démarrer ça et puis je Ouais. voyais que bon, c'était pas, je pouvais pas le démarrer, je dirais, dans des conditions aussi simples en étant chez Ledger. Donc après, bon, moi, j'ai toujours eu quelque part, je pense que j'ai dans mon ADN d'avoir des petites équipes et de bien aimer foncer avec des petites équipes. Donc, forcément, Ouais. quand tu commences à avoir quelque chose qui a la taille de Ledger, c'est plus trop faisable, quoi. Ok. Et pour venir un peu, si tu fais une rétrospective de Ledger de toutes ces années, ça a été quoi les meilleurs moments que tu as vécu? Alors, les meilleurs moments, je pense que, de toute façon, bon, c'est tous les bull runs qu'on a, c'est des moments qui sont assez incroyables parce qu'on découvre, on découvre des trucs et puis on regarde ça n'a absolument aucun sens. On a l'impression de vivre on a l'impression de vivre je vais me souvenir du nom. Voilà, c'est peut-être une mauvaise référence de film, mais bon, on a l'impression de vivre dans Very Bad Trip en permanence, quoi, tu vois. C'est assez rigolo. Je pense qu'il nous a juste manqué le tigre au milieu de la pièce, sinon on a juste à peu près tout le reste. Non, et puis construire ça, enfin moi, c'est vraiment voir tout ce que les équipes ont pu accomplir. Je trouve que c'est vraiment un moment assez incroyable. Enfin, voir qu'on a fait sortir une usine de terre à Vierzon, qu'on a réussi à complètement redynamiser la région en plus, qu'on a été qu'on a été la boîte qui a shippé le plus aux États-Unis sur une année, enfin au crash de FTX. Enfin, c'était tout ce qu'on a réussi à construire ensemble en fait, et de voir qu'on a monté une boîte hardware qui a cette importance-là en France et qui en plus va rendre les gens plus libres, hein, parce qu'au final, c'est à ça qu'on sert. Je trouve que l'expérience entière, elle est vraiment incroyable. Je pense pas revivre ça avec une telle intensité une deuxième fois, pour être honnête. Ouais, j'imagine. Et par contre, aux souvenirs on va dire, plus douloureux, enfin, qui t'ont un peu marqué. Ouais, quand je vais faire une réponse de gars de la crypto, tu vois, quand t'es en bear et que tu te rends compte que quoi que tu fasses, en fait, il y a absolument personne qui regarde ce que tu fais, tout le monde s'en fout. Alors, c'était pas le cas, en fait, de ce pseudo bear market qui est peut-être fini, j'en sais rien, mais bon. Mais quand on a eu la traversée du désert de 2018-2019, c'était cauchemardesque, quoi. C'était vraiment cauchemardesque, parce que là, tu pouvais faire absolument tout ce que tu voulais. De toute façon, il n'y avait personne aux commandes. Je veux dire, on aurait expliqué, on aurait démontré que la crypto permettait de soigner le cancer. Je pense que tout le monde n'en aurait rien eu à foutre. Ça aurait été parfait. Donc quand tu vois ça et que derrière tu as des équipes qui travaillent et que là aussi je pense aux gens qui sont, tu vois, toute la partie en même temps shipping à Vierzon qui est là et qui voit les commandes se tarir de plus en plus. Enfin, c'est horrible comme sentiment, quoi, quand tu as vécu en plus. Quand tu as vécu l'accélération d'avant, enfin ces phases d'accélération, décélération, je pense que c'est complètement unique à notre industrie, parce qu'il n'y a rien il y a rien au final qui va aussi vite d'un cycle super, tu vois, euphorique, un cycle super dépressif, quoi.
Ouais, non, c'est Donc clair. c'est ça vraiment le plus compliqué en fait, je pense, c'est la gestion de ces cycles et c'est pas quelque chose que tu peux apprendre en plus dans des écoles de management ou quoi que ce soit parce que bah juste ça existe pas en fait. Non, et c'est clair, comme tu le disais, en plus, ça demande de l'anticipation, ne serait-ce Mmh. qu'au niveau des stocks. Ouais et puis alors ça encore je dirais c'est limite la partie la plus simple, mais Ouais, après prévoir même quelle tendance va émerger, tu vois, du bear parce que bon, bah, ce qui se passe de manière assez classique, hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont builder tête baissée pendant le bear, mais c'est pas tous les gens qui vont builder, qui vont réussir une fois que le bull est arrivé. Enfin, il y en a qui vont je dirais, il y a quand même beaucoup de choses qui vont monter de manière un peu aléatoire pendant les prochains bulls, mais au final, les grandes tendances, enfin, par exemple, bon, bah, là, tu regardes ce qui s'est passé pour la DeFi entre 2017, 2020 et maintenant, bon, bah, au final, c'est plus du tout la même chose, en fait. Ça n'a plus rien à voir. mmh, On essayait de faire des choses en 2017 qu'on a finalement réussi à faire en 2020, mais finalement, c'est pas forcément ce qui va sticker sur 2022, enfin sur 2023-2024. Donc voilà, c'est cette incertitude complète, je dirais, faut bien garder en tête que c'est quand même pas une industrie qui est faite pour des gens qui aiment. C'est pas une industrie qui est faite pour des gens, je dirais, qui viennent du monde classique et qui aiment bien avoir des budgets prévisionnels sur 5 ans, quoi, tu vois. c'est clair. Non, c'est clair, et c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir vu quand même pas mal de boîtes, tu vois, Mm. suite au bull market de 2021 qui voulaient lancer des projets dans la blockchain. Une fois que le projet, en fait, était fait, bah, en fait, on se retrouve en bear market. Et, enfin, Ah, mais ça c'est un énorme classique. T'es là et puis enfin, je crois que le pire moment que j'ai vu comme ça, c'était quand on avait tu sais, Arcos qui est quand même une boîte française, bon, super connue, quoi. Quand j'ai vu qu'ils se sont lancés dans les hardware wallets, justement en fin de boule, enfin, honnêtement, moi, je veux dire, bon, en gardant, si tu veux, un minimum de modestie quand même, j'étais allé leur dire, non, mais les gars, là, je pense que c'est vraiment, vraiment pas une bonne idée, quoi. ouais. Bon, bah, ouais, bah, Ah voilà, oui, quoi. fort, t'as prouvé que Mm, t'avais raison. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, le bull market de 2018-2019 était vraiment hard par rapport à Bear, celui qu'on a vécu. ouais. Bear market, pardon. T'inquiète, je me souviens bien. Ouais. C'est vrai que j'ai l'impression que voilà, ce dernier bear, Ah, mais il se passait rien, hein. Enfin, le 2018-2019, c'était vraiment ouais, la traversée du désert avec tout le monde qui était là, qui marchait. On criait dans l'espace, hein, littéralement. ouais, Donc là, ça avait rien à voir. Là, à la limite, c'était rigolo. On avait des feux d'artifice, c'était marrant. Enfin bon, quand même, je dis pas c'était marrant pour les gens qui ont perdu de l'argent sur FTX et autres. Voilà, c'est dommage. Mais ça avait juste rien à voir. Ça avait juste rien à voir en termes de si tu veux, d'attention, quoi. Voilà. Là, il y avait vraiment plus aucune attention en 2018-2019, alors que c'est l'inverse, en fait, j'ai envie de dire, on a eu, pendant ce bear-là, on a eu une attention extrême des régulateurs et d'autres entités adversariales, disons, des hackers, etc., et de gens qui, voilà, et de la Corée du Nord qui va devenir le plus grand VC, là, maintenant, c'est la blague récurrente. Et tout ce qu'ils ont récupéré en crypto, maintenant c'est bon, ça va être le prochain VC du bull market. ouais. Mais non, bah, enfin, ouais, juste rien à voir, quoi. Non, c'est clair. Yes, bah écoute, merci beaucoup Nicolas pour. Enfin, ouais, c'était vraiment génial de pouvoir revenir sur tout le parcours de Ledger. Vous vous voyez toujours avec tes anciens associés? Ah ouais, bon, on se voit régulièrement. On était tous à l'anniversaire. On était tous aux 50 ans d'Eric, tu vois, qui en plus ont coïncidé juste avec mon départ. Ça, c'était parfait. Ok, c'est pu fêter ton départ du coup. Ça a fait une bonne fête. Yes. Et par rapport à ton nouveau projet, tu as déjà trouvé un nom ou c'est encore Eh ben, secret? écoute, on est toujours en phase de réflexion sur le nom, hein. Bon, Ok. de manière, je dirais, plus directe. Je pense qu'on a un nom. On n'a pas fini de tout déposer, donc on finit de tout déposer et puis après on en parle. Voilà. Ok. Super. Bah écoute, bonne continuation pour ce projet. Bah, J'espère merci. voir un lancement rapidement. Ouais. Merci beaucoup Nicolas, c'était un plaisir. Eh ben, merci à toi et puis bah, à tous les auditeurs, voilà, continuez de croire dans la crypto et voilà, et surveillez quand même vos investissements. Yes. Top. Bah merci beaucoup.